Plus de résidence officielle pour le président de l'Assemblée nationale. Le contrat de location de la maison a été résilié, a informé le sénateur Joseph Lambert. La décision a été adoptée hier, mardi après-midi, lors d'une conférence des présidents à l'extraordinaire. D'autre part, dans un communiqué rendu public ce mercredi, le Sénat de la République a annoncé des coupes substantielles dans le budget de l'institution et l'élimination de privilèges, de certains privilèges accordés aux sénateurs, parmi lesquels les subventions pendant des fêtes patronales, la location de véhicules, l'octroi de cartes de téléphone, entre autres. Ces mesures, selon le président du Grand Corps, visent à instaurer un régime d'austérité en raison de la situation économique et financière que connaît le pays. Nous choisissons pour nous faire premier pas et nous espérons que l'État central, dans une lettre officielle que nous voyons Bali, nous dire que le Sénat a opéré des coupes au niveau budget que nous avons retourné par l'exécutif à cause d'un ensemble de paramètres, de nouveaux paramètres macroéconomiques, eh bien nous tout dit l'État central là tout pour que lui-même tout lui opérer des coupes importantes dans le niveau budget et faire en sorte que les fonds qui vont distribuer dans le budget à partir de recettes, eh bien pour que nous utilisions à bon escient en tenant compte de la réalité du moment. Nous gagnons par exemple cette histoire de 4 téléphones, nous allons éliminer question ça. Nous gagnons tout pour nous opérer des coupes sous ça que les frais de déplacement à l'intérieur. Bien quoi son montant qui a avoisiné les quelques 30 à 40 millions de goudes. Nous sommes certains que montant ça, il doit écarter tout dans le budget. Nous gagnons tout des coupes que nous prévoyons pour nous opérer 1 million de goudes, soit un total de 29 millions de goudes, et qui étaient affectés pour te bail en période Pâques, pour activités rara, activités camp et autres, etc. Montant ça tout, nous prévoyons retirer les faire proposition en bail conférence des présidents. Et ça nous ferait quelques 68 millions de goudes encore dans le niveau ça qui va sortir encore. Nous gagnons tout des coupes que nous opérons tous sur activités et festivités de la période estivale, donc au football, camp et autres, etc. Non, ça a fait encore quelques 29 millions de goudes en plus. Nous gagnons tout des montants que nous allons retirer tout sur un pilote privilège, etc. que le sénateur a gagné. Et nous avons fait en sorte que le sénateur réduit privilège et à plus simple expression, strict minimum pour fonctionner, et faire en sorte que cet argent aussi soit réinvesti et redistribué dans des activités qui sont capables de permettre que nous puissions manger et créer manger pour le peuple là capable de joindre manger disponible pour manger à moins de recours, ça veut dire entrer comme là dans les questions de production nationale. 84 entreprises privées ont été pillées ou incendiées, 20 personnes tuées, 76 véhicules incendiés durant les 3 jours noirs qu'a connu le pays suite à la décision des autorités d'augmenter le prix de l'essence à la pompe selon un bilan non exhaustif présenté par le Réseau national de défense des droits. Le RNDDH affirme avoir mené sa propre enquête afin de parvenir à collecter ces informations. L'Organisation de défense des droits humains responsabilise le gouvernement dans ce qui s'est passé durant ce week-end de terreur. Le RNDDH condamne également le comportement de la police nationale qui, selon lui, n'avait aucune volonté d'empêcher les actes de pillage. Le saxophoniste et chansonnier Nemours Jean-Baptiste aurait eu 100 ans cette année. Et pour célébrer cet événement, le ministère de la Culture organise pendant 3 jours une série d'activités. Prestations scéniques, projections, conférences, débats, soirées d'hommage sont au programme pour rendre hommage au père du compas direct. Il aurait 100 ans cette année s'il était encore vivant. Mort le 18 mai 1985,
Nemours Jean-Baptiste, père fondateur du Compas Direct, demeure bien vivant dans le cœur de sa famille, de ses fans et de ses amis à travers ses œuvres. Et ce n'est pas son fils de 48 ans qui dira le contraire. Nemours Jean-Baptiste Junior se dit fier de célébrer le centenaire de celui qui, de son vivant, a été surnommé la coqueluche de Port-au-Prince. Plusieurs ministres passés, ministres culture passés, ils n'ont pas jamais penché avec ça. Et c'est ministre d'Elva, les nous allons bon côté et puis nous chita parler ensemble avec eux et puis ils disent que c'est une très belle initiative, que les collaborer ensemble avec nous, que nous avons fêté centenaire de mois, que nous nous sentons vraiment fiers. Saxophoniste, guitariste, chansonnier, Nemours Jean-Baptiste, un musicien aux multiples talents. Vu ce qu'il a représenté et ce qu'il représente encore, celui qui a créé le groupe Ensemble au Calbas mérite un vibrant hommage. D'où cette série d'activités organisées à compter de ce 25 juillet pour honorer sa mémoire. Le ministre de la Culture Guy Delva fait le point. C'est un mouvement pour que nous reconnaissons valeur ça Nemours Jean-Baptiste fait. Côté des gens là, parce que faut nous gagner pile reconnaissance parce que des gens là qui vivent ces deux compas. C'est à cause de compas qui fait vivre là. Donc nous dit faut nous reconnaître ça Nemours Jean-Baptiste fait. Pour corroborer, Rosanne Auguste, promotrice d'activités culturelles, salue l'icône que fut Nemours Jean-Baptiste. Selon l'ancienne ministre chargée de la lutte contre la pauvreté extrême, le musicien-chanteur qui a laissé le Compas Direct en héritage pour le pays reste un symbole majeur pour la culture haïtienne, 33 ans après sa mort. Moi-même, Compas Direct, c'est une force nam, peuple haïtien, bon côté, musique folklorique, musique racine. Effectivement, faut yo bay Compas place que le mérité et faut yo mette en valeur pour tout haïtien connaît que qui ça rythme Compas, qui ça musique Compas représenter dans le quotidien dans la vie. Notons que 2018 a été décrétée année du centenaire de Nemours Jean-Baptiste, né à Port-au-Prince le 2 février 1918. Un buste de l'artiste sera dévoilé à la place Sainte-Anne ce 26 juillet, à l'occasion des 63 ans du Compas Direct. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne. L'action ou l'inaction des forces de l'ordre lors des événements des 6 et 7 juillet dernier a placé le directeur général de la police, Michel-Ange Gédéon, au sein d'une polémique qui oppose désormais les, disons, pro-Gédéon et anti-Gédéon. Lequel Gédéon, Michel-Ange Gédéon, a été entendu au Sénat pendant de longues heures, précisément pour préciser le rôle de la police et les manquements qui ont pu être remarqués. Pour en parler, pour développer un peu ces points avec nous aujourd'hui, nous avons M. Luckner Garot, un de nos brillants journalistes, qui a bien suivi cette interpellation, cette convocation. Alors, d'abord, Luckner, bonsoir. Bonsoir, salut. Quels ont été les arguments présentés par le directeur général lui-même, Michel-Ange Gédéon? Alors, l'intervention de Michel-Ange Gédéon hier n'était pas différente de celle qu'il avait faite sur une station la semaine écoulée. Et pour dire qu'il y a deux choses. La police a été prise au dépourvu. Ça, c'est la première chose. Selon Michel-Ange Gédéon, il a été informé quelques heures avant la publication de l'arrêté augmentant les prix des produits pétroliers. Donc, la police n'était pas prête. Il n'y avait pas de plan et pas impliqué dans la coordination, encore dans la prise de décision. Selon Michel-Ange Gédéon, le 5 à minuit, il devait avoir un arrêté, la publication de l'arrêté, ce qui n'a pas été fait. La police a été démobilisée. Et quelques heures après, au cours de la journée du 6, on a publié l'arrêté. Donc la police était prise au dépourvu. C'est la première remarque faite par Michel. Luckner, un point très important. Quand vous dites que l'arrêté n'ayant pas été publié le 5 comme annoncé, la police a été démobilisée. Est-ce que c'est par là que M. Gédéon justifie cette annonce qu'il avait fait passer où, il
supprimait tous les congés des policiers et où il leur ordonnait de se caserner. Justement, alors, supprimer les congés des policiers et demander à tous les policiers de rentrer à la base, c'était l'une des mesures pour être prêt lorsqu'on allait publier l'arrêté. Lors d'une rencontre le 5 au cours de la journée, il était prévu que l'arrêté soit publié à minuit. La police a pris des dispositions. Selon Michel-Angèle Déon, il a été lui-même à travers les rues, justement pour s'assurer que tout fonctionnait. En d'autres termes, le 5 à minuit, la police était prête. Selon le directeur général, il y avait un plan. La police était prête pour la publication à minuit. Maintenant, l'arrêté n'a pas été publié à minuit. Le plan a changé parce que c'était un plan pour la soirée. Et il n'y avait pas encore d'informations au directeur général qu'on allait reporter la publication à 13h ou à 14h. Pendant le match du Brésil. Justement. Donc, lorsque le directeur général a reçu la nouvelle le 6, par WhatsApp, bien sûr. Donc, l'arrêté avait déjà été publié. Donc, la police avait été prise au dépourvu. Ça, c'est l'argument de Michel-Angèle Déon. Deuxième argument, c'est que, étant prise au dépourvu, là, il n'y avait pas de plan, ok? Mais aussi, tous les policiers n'étaient pas mobilisés, comme le directeur l'aurait souhaité. Parce qu'il y avait quand même un shift, donc des policiers en service, qui devraient laisser leur place à d'autres policiers à 6 heures. Mais à 6 heures, à vendredi, il n'y avait pas moyen pour les autres policiers de venir. C'est là qu'on a parlé des 30% d'effectifs qui manquaient à l'appel. Donc ça, ce sont là les arguments avancés par Michel-Angèle Déon pour dire que la police n'avait pas volontairement choisi de ne pas réagir. La police a fait de son mieux parce que la police était en sous-effectif et la police a dû improviser parce qu'il n'y avait pas de plan encore préparé pour la publication à 14h le vendredi 6. Bien. Alors, maintenant, quels sont les principaux griefs qu'avancent, disons, ceux qui sont contre Gédéon et qui souhaitent sa démission? Il y a des sénateurs qui sont très acides contre la police. Bon, à commencer par M. Senatus. Senatus, mais aussi Karl Murat-Cantave. D'ailleurs, Senatus n'est pas encore arrivé à la séance. Karl Murat-Cantave, il a vraiment balancé des questions difficiles à Michel-Angèle Déon. Et à un moment, Michel-Angèle Déon a dû monter un petit peu le ton. On a vu Michel-Angèle Déon, il était tout souriant avant, mais avec les questions de Karl Murat-Cantave, sénateur, il a dû hausser le ton un petit peu pour faire comprendre à Karl Murat-Cantave les points techniques de son travail. Ce qu'on reproche à la police était passive, c'est ce qu'on dit. La police n'avait pas fait montre de volonté réelle d'empêcher les pillages, les casses et les incendies. L'exemple avancé par beaucoup de sénateurs, c'est l'exemple de Clairsine. À Clairsine, il y a un centre commercial à quelques pas de commissariat qui loge la brigade motorisée, la BIM. La BIM, oui. Et selon un rapport du RNDDH, au début, il y avait quelques agents qui ont tenté de contenir la foule, mais après un certain temps, ils n'ont pas eu de renfort. BIM n'est pas venu en renfort. Donc, les agents de la police ont quitté l'espace et la foule a pillé ce centre commercial qui abrite des limaces notamment. Donc, ce sont là quelques exemples avancés par les sénateurs pour dire que c'était presque planifié, que la police ne voulait rien faire. C'était l'opération bras croisés et Michel-Angèle Déon a répondu que jamais il n'a été question de ça. Il a précisé que si la police avait un mot d'ordre d'opération bras croisés, Marriott aurait été incendié, le Parlement aurait été incendié, GICEL aurait été incendié. Donc, et un certain nombre d'autres. Selon Michel-Angèle Déon, c'est justement parce que la police a fait son travail, malgré un sous-effectif, que certaines institutions ont pu résister, ont pu exister encore aujourd'hui. Donc il a limité la casse. Limiter la casse, c'est ce qu'il dit, selon ses moyens. Il a posé aussi un problème de moyens. Selon lui, il a demandé des véhicules à l'exécutif ou encore au CSPN qu'il n'a pas obtenu. Donc, il y a tous ces problèmes avancés par Michel-Angèle Déon et aussi, il est reproché au directeur général, toute la question était sur la table hier. On parlait de coup d'État, par exemple. Vous avez peut-être dû entendre ça. Il était question que le DG voulait procéder à un coup d'État lors de ces événements. Ou qu'il était partie prenante à une tentative de coup d'État. Oui. Il a démenti ces informations, disant que la police était apolitique, que lui, il ne faisait pas de politique. S'il y a une politique qu'il fait, c'est la politique protéger et servir. La police est, comme il l'a dit en bon créole, c'est garde-palais
c'est président monté au champ. Donc c'est pour dire qu'il n'a pas d'appartenance politique, donc il peut servir, peu importe le président. Ça, c'est pour faire référence parce qu'il a été nommé et installé sous la présidence de Jocelyn Prévert. Donc aujourd'hui encore, certains croient qu'il sert l'ancien président Jocelyn Prévert, et c'est pour cela que son nom a été cité dans une tentative de coup d'État. Mais dans le même temps, je crois que beaucoup de sénateurs ont fait allusion aux tensions qui existent aujourd'hui entre la direction générale de la police et l'exécutif, tout en faisant référence à cet arrêté, je ne sais pas trop comment l'appeler, qui place du 28 mai. Qui place la police sous l'autorité du CSPN. Alors, là, ça ne date pas d'hier. Et les rumeurs vont bon train autour d'un potentiel malaise entre le CSPN, l'exécutif, et la direction générale de la police. Et ce ne sont que des rumeurs? Selon le directeur général, oui. Michel-Ange Léon affirme avoir de très bons rapports avec le président. Ils se parlent pratiquement tous les jours au téléphone. Il n'y a aucun malaise entre Michel-Ange Léon et le président. Ça, c'est ce que dit le directeur général. Par contre, il y a le sénateur général Sénatus qui carrément dément le directeur général, qui lui estime que le malaise est là. Et le malaise, c'est parce que Jovenel Moïse voudrait placer quelqu'un à la tête de la PNH, quelqu'un avec qui il a travaillé lors de sa campagne. Et de l'autre côté, Michel-Ange Léon est un petit peu laisse parler son orgueil par rapport à certaines actions du président au début de sa présidence. Donc là, le malaise existe selon Général Sénatus. Mais pour le directeur général, il y a un seul commandant en chef de la police, c'est lui. D'ailleurs, il dit que s'il y avait subordine, en fait, et si quelqu'un ne voulait pas respecter ses ordres, il allait démissionner. Donc il l'a dit hier soir. Donc c'est pour montrer qu'il a encore le directeur général de la PNH, il passe ses ordres et les directeurs départementaux exécutent, et qu'il n'y a aucun malaise entre lui et le président. Par contre, à un moment, lors de son intervention, il a comme lancé un message aux autorités pour demander aux autorités de laisser la police faire son travail, de ne pas s'immiscer dans les affaires de la police, de respecter la hiérarchie. Donc c'est comme de l'incohérence entre ce qu'il avait dit avant et son message. Parce que là, on ne pouvait pas interpréter vers qui il lance ce message. Mais on comprend que dans ses propos, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme il y a un devoir de réserve de la part du directeur, il a souligné que tout allait bien avec l'exécutif, notamment le président de la République. Alors, Luc Néa, maintenant rapidement pour terminer, quels sont les arguments qui sont avancés par ceux qui auraient plutôt tendance à trouver des circonstances atténuantes je pense à un Nenel Kassis par exemple? Oui, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les arguments du directeur général sont partagés par ceux qui soutiennent ces thèses. Et dire que la PNH n'a pas de moyens, n'a pas de véhicules, que les policiers ne sont pas encadrés, les policiers sont laissés pour compte, parce qu'il est bruit que le 5 juillet, à la veille de la publication de l'arrêté, les chèques des policiers n'étaient pas encore prêts. Donc c'est dans la soirée du 5 qu'on a préparé les chèques pour les policiers, pour le payroll de juin, par exemple. Donc il y a aussi cette thèse avancée par les pro-Gédéon, si je peux le dire ainsi, et aussi l'arrêté du 28 mai. L'arrêté du 28 mai qui a créé cette tension entre la direction générale et le reste du CSPN. Cet arrêté qui disait que pour tout transfert et autre action comme ça, il faut attendre l'approbation du CSPN. Donc, selon les pro-Gédéon, cet arrêté peut-être a eu un effet sur le moral des policiers. Donc ce sont là les arguments avancés par les pro-Gédéon pour expliquer que la police n'a pas failli à sa mission, la police n'avait pas volontairement décidé de ne pas réagir, mais qu'il y avait des circonstances atténuantes. Bien, alors maintenant, est-ce qu'il est prévu une autre séance, ou bien est-ce que le questionnement de M. Gédéon a pris fin? Alors rapidement, Serge, tout ce qu'on raconte là, la séance était en direct sur plusieurs médias. Oui, en effet. Donc ça, c'était par moment un très mauvais spectacle. Je vous le dis tout de suite. Et parce que quand on parle de sécurité, il y a de ces questions qu'il ne fallait peut-être pas poser à Gédéon alors qu'on était en direct, ou il ne fallait simplement pas réaliser la séance en direct. Donc ça, c'est ce que pense l'opinion. Maintenant,
à la dernière minute, les sénateurs ont pu comprendre cela. Et ils ont décidé de mettre fin à cette séance en direct et proposer de réaliser d'autres rencontres avec Gédéon, mais ça, cette fois en huis clos, pour aborder d'autres questions plus pointues avec le directeur général. Donc, ce n'est pas fini. Gédéon va devoir revenir au Parlement. Peut-être qu'ils vont attendre l'installation de nouveaux gouvernements, parce que c'est le CSPN qu'il faut convoquer. Et le CSPN, c'est le Premier ministre qui en est le chef. Donc, inviter Michel-Ange Gédéon, lui seul, et le commandement de la PNH, ce n'est peut-être pas suffisant. Il faut attendre peut-être qu'il y ait un nouveau gouvernement avec un ministre de la Justice et un Premier ministre qui est chef du CSPN, ou encore pour convoquer le CSPN en entier et le directeur général avec. Pour terminer, il faut dire qu'il y a une enquête diligentée par l'inspection générale. C'est ce qu'a annoncé Ralph Stanley Jambris, inspecteur général, sur l'attitude des policiers, sur les reproches faits aux policiers, mais aussi particulièrement sur la situation à Clairsine. Donc, l'enquête est diligentée et les résultats seront communiqués au Parlement, promesse faite par Ralph Stanley Jambris, qui est inspecteur général de la PNH. Et c'est là qu'on retrouve le sénateur Senatus qui demande des sanctions très strictes au cas où ces faits seraient avérés. Justement, et selon Senatus, les policiers ont eu des comportements peu recommandables. Et des policiers auraient rançonné des institutions. Violent, oui. Donc là, le sénateur demande une enquête et des sanctions si ça s'avère être vrai. Bon, eh bien, mon cher Luckner, on va suivre la suite des événements. L'avenir nous dira si Michel-Ange Gédéon va rester à la direction. Quel est votre sentiment intime, personnel? Ce qui est sûr, c'est qu'il a un mandat de 3 ans. Il a un mandat de 3 ans. Il doit continuer. Et selon le sénateur Karl Murat-Cantave, s'il y avait des provisions légales, Michel-Ange Gédéon aurait déjà été éjecté de sa chaise de directeur général de la PNH. Voilà. Donc, nous sommes encore dans l'attente. On attend. Merci infiniment, Luckner Garot, pour ce résumé très complet de la séance d'interpellation de Michel-Ange Gédéon, directeur de la police, hier.